Dormir dans une tente lorsque le thermomètre passe sous zéro n'est pas simplement une expérience inconfortable, c'est une situation qui peut devenir dangereuse en quelques heures si l'on ne comprend pas réellement comment le froid agit sur le corps. Lorsque la température descend en dessous du point de congélation, l'organisme commence à perdre de la chaleur plus rapidement qu'il ne peut en produire, et cette perte ne provient pas uniquement de l'air glacé qui entoure la tente, mais surtout du sol, qui fonctionne comme une immense plaque de glace absorbant l'énergie sans relâche. Beaucoup se demandent pourquoi quelqu'un choisirait une tente plutôt qu'un refuge, mais la réalité est bien plus complexe qu'elle ne le paraît vue de l'extérieur. Les centres d'hébergement se remplissent rapidement, imposent des horaires d'arrivée stricts, séparent les couples, interdisent les animaux et limitent les effets personnels à un seul sac. Pour une personne qui a déjà presque tout perdu, risquer sa tente, son sac de couchage ou ses documents dans un dortoir surchargé peut sembler plus dangereux que d'affronter le froid dans un espace personnel, même si cet espace n'est qu'une structure de toile fine. Dormir dans une tente sans chauffage par des températures négatives exige de comprendre un principe fondamental. L'ennemi principal n'est pas l'air froid, mais la conduction de la chaleur vers le sol. Le béton, la terre gelée ou l'asphalte extrait la chaleur corporelle de manière constante. Des études thermiques montrent qu'une personne peut perdre plus de la moitié de sa chaleur par contact direct avec le sol en l'absence d'isolation adéquate. Et c'est pourquoi celles et ceux qui survivent à plusieurs hivers sous tente apprennent que la première priorité n'est pas de se couvrir par-dessus, mais de s'isoler par-dessous. Le carton devient alors un outil vital, non pas comme simple surface, mais comme isolant superposé en couches. Des cartons aplatis, placés les uns sur les autres, créent de petites poches d'air qui ralentissent le drainage thermique. 3 couches valent mieux qu'une, 5 valent mieux que 3, car chaque couche ajoute une résistance supplémentaire au froid qui remonte du sol. Certaines personnes complètent le carton avec de la mousse récupérée ou des tapis jetés, mais le carton reste la ressource la plus accessible, car on en trouve partout. Une fois le sol isolé, l'étape suivante consiste à ajouter une barrière réfléchissante. Les couvertures de survie métallisées, souvent disponibles à faible coût ou distribuées par des centres communautaires, renvoient une grande partie de la chaleur corporelle qui se perdrait autrement par rayonnement. Placées côté brillant vers le haut entre le carton et le sac de couchage, elles réfléchissent la chaleur vers le corps au lieu de la laisser s'échapper vers le sol. Certaines personnes suspendent même une seconde couverture réfléchissante au plafond intérieur de la tente afin de renvoyer la chaleur vers le bas et créer une sorte de chambre thermique improvisée. Cependant, un détail crucial apparaît ici, que beaucoup découvrent par expérience. Sceller complètement la tente peut sembler logique, mais cela devient dangereux. La respiration produit de l'humidité, et cette humidité, lorsque la température est bien négative, se transforme en condensation qui imprègne couverture et sac de couchage. Un sac humide perd une grande partie de sa capacité isolante. C'est pourquoi on laisse toujours une petite ouverture pour la ventilation, même si le froid intimide. L'équilibre entre bloquer le vent et permettre une circulation minimale d'air est délicat mais indispensable. Au-dessus de cette base isolée vient la stratégie des couches. Il ne s'agit pas d'une seule couverture épaisse, mais de plusieurs couches relativement fines qui emprisonnent de l'air entre elles. 3 ou 4 couvertures bien disposées offrent plus d'isolation qu'une seule très lourde. L'air piégé entre les couches est le véritable protecteur. Les couvertures en laine ou en fibre synthétique conservent mieux la chaleur même légèrement humide, et tandis que le coton perd presque toute son efficacité thermique lorsqu'il est mouillé. Le sac de couchage, même s'il est usé ou donné, devient le cœur du système. Idéalement, il devrait être conçu pour des températures basses, mais dans la réalité, beaucoup travaillent avec ce qu'ils ont. Ils ajoutent donc des couvertures par-dessus en veillant à rentrer les bords sous le corps afin de limiter les courants d'air internes. Il est important de ne pas trop comprimer les couches, car l'isolation a besoin de volume pour fonctionner correctement. Un autre principe essentiel consiste à réduire l'espace intérieur de la tente. Une grande tente perd la chaleur plus rapidement qu'une petite. Certaines personnes suspendent une bâche intérieure pour créer une seconde paroi avec une fine chambre d'air entre les 2 couches, y ajoutant ainsi une isolation supplémentaire. D'autres placent un sac à dos et effets personnels autour du périmètre intérieur pour bloquer les courants d'air à la base, là où le vent peut s'infiltrer. Tout ce système doit être installé avant la tombée de la nuit. Attendre que la température chute brutalement pour improviser conduit souvent à des erreurs, à des mains engourdies et à des décisions précipitées. Préparer l'isolation tant qu'il reste de la lumière et de l'énergie corporelle permet que, lorsque le froid atteint son point le plus bas, le corps soit déjà protégé. Dormir dans ces conditions ne relève pas de la force brute, mais de la technique. Chaque couche, chaque barrière, chaque petit ajustement ajoute des degrés invisibles qui,
cumulées, peuvent faire la différence entre une nuit supportable et une nuit dangereuse. Et même si aucune de ces mesures n'est suffisante à elle seule, ensemble elles forment un système qui permet à de nombreuses personnes de traverser des hivers entiers sous zéro sans chauffage. Le froid ne disparaît pas dès la tente ne se transforme pas en maison, mais lorsque le sol est isolé, que la chaleur est réfléchie et que l'air est correctement emprisonné, la survie cesse de dépendre de la chance pour dépendre de la méthode. Une fois le sol isolé et le système de couches en place, le défi suivant ne consiste pas simplement à ajouter davantage de couverture, mais à apprendre à générer et à conserver la chaleur que le corps produit lui-même. Dans une tente sans chauffage, le seul moteur thermique constant est l'organisme humain, et lorsque la température passe sous zéro, ce moteur a besoin de carburant, il y a peu de protection et de stratégie pour ne pas s'épuiser avant l'aube. Le premier élément qui fait réellement la différence est le moment du repas. Manger juste avant de dormir n'est pas seulement une habitude, c'est un outil thermique. La digestion produit de la chaleur interne et lorsque le corps dispose d'énergie, il peut mieux maintenir sa température pendant le sommeil. Il ne s'agit pas de manger en excès, mais de consommer quelque chose de suffisamment calorique, de préférence riche en graisses et en protéines qui fournissent une énergie durable. Dormir l'estomac complètement vide dans des conditions négatives oblige l'organisme à puiser plus rapidement dans ses réserves, ce qui accélère la sensation de froid. Vient ensuite la préparation physique avant d'entrer dans le sac de couchage. Beaucoup commettent l'erreur de se coucher alors qu'ils ont déjà froid, en espérant que le sac les réchauffera de lui-même. Or, le sac ne produit pas de chaleur, il ne fait que conserver celle qui existe déjà. C'est pourquoi quelques minutes de mouvement léger avant de se coucher, comme marcher sur place ou effectuer des mouvements doux des bras et des jambes, peuvent élever la température corporelle sans provoquer de transpiration. La clé est de s'activer sans se tremper, car la sueur est un ennemi silencieux dans le froid extrême, puisque l'humidité en contact avec la peau vole de la chaleur pendant des heures. L'ajustement suivant concerne les vêtements portés à l'intérieur du sac de couchage. Il peut sembler logique d'enfiler toutes les couches possibles pour dormir, mais accumuler trop de couches serrées comprime l'isolation et réduit la circulation sanguine. Or, le sang doit circuler librement pour transporter la chaleur vers les mains et les pieds. Dormir avec des vêtements secs, relativement amples et capables d'emprisonner de l'air est bien plus efficace que de se glisser dans 5 couches comprimées. Dans de nombreux cas, porter moins de couches tout en veillant à ce qu'elles restent sèches et volumineuses donne de meilleurs résultats. La tête mérite une attention particulière. Même si l'on ne perd pas toute la chaleur par elle, elle reste une zone très exposée. Un bonnet sec, une capuche bien ajustée ou une écharpe autour du cou peuvent réduire de manière significative les pertes thermiques. Le cou en particulier constitue un point critique, car il relie le noyau du corps à la tête et aux membres supérieurs. Si le cou reste exposé, le corps réagit en diminuant le flux sanguin vers les mains, ce qui accélère leur refroidissement. Un autre facteur déterminant est la gestion de l'humidité à l'intérieur de la tente. La respiration produit en permanence de la vapeur d'eau. Dans une tente de petite taille, cette vapeur se condense sur les parois intérieures et peut retomber sur les couvertures et les sacs de couchage pendant la nuit. Certaines personnes dorment avec un tissu léger couvrant partiellement la bouche afin de limiter la quantité d'humidité libérée directement dans l'espace intérieur. D'autres maintiennent une ventilation minimale dans la partie supérieure de la tente pour permettre à la vapeur de s'échapper sans créer de courant d'air direct. Partager la tente constitue une autre stratégie qui multiplie la chaleur disponible. 2 ou 3 corps produisent davantage d'énergie thermique qu'un seul, et lorsque l'espace est réduit, cette chaleur s'accumule plus facilement. Dans des communautés où la confiance existe, partager la tente pendant les nuits les plus froides peut augmenter la température intérieure de plusieurs degrés. Ce n'est pas une solution miracle, mais dans des conditions extrêmes, chaque degré compte réellement. Le choix de l'emplacement de la tente est également fondamental. L'installer dans une zone protégée du vent, derrière un bâtiment, une structure ou un groupe d'arbres, réduit l'impact du vent glacial. Le vent ne se contente pas de refroidir l'air ambiant, il accélère la perte de chaleur par convection. Même une barrière partielle peut modifier de manière notable la sensation thermique. Le fait de fermer la tente exige un équilibre précis. Fermer toutes les fermetures éclairs et couvrir les zones en maille avec du plastique ou du tissu peut bloquer le vent, mais il ne faut jamais sceller complètement l'espace. Une ventilation minimale évite une accumulation excessive d'humidité et réduit les risques liés au manque d'oxygène si une source de chaleur externe est utilisée ponctuellement. La sécurité doit toujours primer sur la sensation momentanée de chaleur. Dormir en position fétale aide à réduire la surface corporelle exposée et rapproche les extrémités du noyau.
où la température est plus élevée. Il s'agit d'une posture instinctive qui devient stratégique par grand froid. De plus, j'ai placé un petit vêtement supplémentaire près des pieds ou de la zone lombaire peut fournir une chaleur localisée aux endroits où le corps se refroidit le plus rapidement. Tout ce système nécessite des ajustements constants. Lors de nuits modérément froides, une protection excessive peut provoquer de la transpiration et, par la suite, un refroidissement accentué. Lors de nuits extrêmement froides, chaque technique doit être appliquée avec précision. L'expérience apprend quand il faut renforcer et quand il faut alléger. Dormir sous zéro dans une tente sans chauffage n'est pas une question d'héroïsme, mais d'attention aux détails. Le corps peut supporter des températures très basses si la chaleur qu'il produit est correctement conservée. Lorsque l'alimentation fournit l'énergie nécessaire, que les couches emprisonnent l'air, que la ventilation contrôle l'humidité et que l'espace est protégé du vent, la tente cesse d'être une simple structure de toile pour devenir un système thermique improvisé capable de permettre le passage de la nuit. Le froid reste présent, exerçant une pression constante de l'extérieur. Mais à l'intérieur de cette petite bulle, la chaleur humaine, bien gérée, peut maintenir la différence entre une nuit dangereuse et une nuit surmontée. Lorsque les températures restent sous zéro pendant plusieurs jours consécutifs, le véritable défi n'est plus seulement de passer une nuit froide, mais d'éviter que l'usure accumulée ne commence à fragiliser l'ensemble du système. Une tente peut être bien isolée et néanmoins échouer si le corps arrive à la nuit épuisé, humide ou avec des réserves énergétiques trop basses. Dormir sous zéro ne se décide pas uniquement à l'intérieur de la tente, mais dans les choix effectués durant la journée. La priorité quotidienne est de rester sec. La neige, la pluie verglaçante et même la condensation peuvent imprégner les vêtements sans que l'on s'en rende compte avant qu'il ne soit trop tard. Un vêtement humide à des températures négatives perd presque toute sa capacité isolante et accélère la perte de chaleur corporelle. C'est pourquoi ceux qui survivent à plusieurs hivers sous tente apprennent à surveiller l'humidité comme s'il s'agissait d'un ennemi visible. Si les chaussettes sont mouillées, elles sont changées ou séchées dès que l'occasion se présente. Si la couche intérieure est humide à cause de la transpiration, elle est aérée avant la tombée de la nuit. Éviter de transpirer pendant la journée est tout aussi important. Marcher avec trop de couches provoque de la transpiration et cette humidité devient un froid accumulé quelques heures plus tard. La stratégie consiste à s'habiller suffisamment pour ne pas ressentir un froid extrême en mouvement mais sans atteindre le point de transpiration. Lorsque l'activité s'arrête, on ajoute alors des couches supplémentaires. Cet équilibre empêche l'humidité interne de compromettre la nuit. Protéger la tente contre l'accumulation de neige ou de pluie verglaçante constitue un autre aspect fondamental. Le poids de la glace peut déformer la structure et créer des points de contact où le froid se transmet plus intensément. Secouer la neige avant qu'elle ne se compacte et détendre correctement les arceaux et s'assurer que la toile est bien ajustée réduit le risque d'effondrement du toit ou d'humidification de l'intérieur. Le sol évolue également avec le temps. Si la tente est installée directement sur une terre gelée, celle-ci peut se durcir davantage durant la nuit, intensifiant la conduction thermique. Certaines personnes ajoutent des couches supplémentaires de carton au fil des jours, renforçant la base lorsqu'elles sentent que le froid pénètre plus facilement. L'isolation n'est pas statique, elle s'adapte aux conditions. L'hydratation est un facteur souvent négligé. En hiver, la sensation de soif diminue, mais le corps continue de perdre de l'eau en respirant un air froid et sec. La déshydratation affecte la circulation sanguine. Et une circulation insuffisante empêche la chaleur d'atteindre efficacement les extrémités. Maintenir un bon niveau d'hydratation pendant la journée aide le système thermique corporel à mieux fonctionner durant la nuit. Le choix de l'endroit où installer la tente peut déterminer la réussite ou l'échec de tout le dispositif. La placer sur une légère élévation évite que l'eau de fonte ne s'accumule en dessous. L'installer derrière une structure qui coupe le vent réduit la convection constante qui vole la chaleur. Éviter les zones où l'air froid stagne, comme les creux, peut faire une différence de plusieurs degrés en sensation thermique. Lorsque les températures chutent encore davantage, chez certaines personnes renforcent l'intérieur en créant une double paroi improvisée avec une bâche supplémentaire ou une couverture suspendue à l'intérieur de la tente en laissant un petit espace d'air entre les deux couches. Cet espace agit comme une isolation supplémentaire. Toutefois, une ventilation minimale est toujours maintenue dans la partie supérieure afin d'éviter une accumulation excessive d'humidité. Le repos pendant la journée influence également la capacité à supporter la nuit. Dormir par intervalles courts, si la nuit a été interrompue, permet au corps de récupérer partiellement. Le froid constant épuise non seulement physiquement, mais aussi mentalement, et la clarté mentale est essentielle pour maintenir la discipline nécessaire aux détails qui soutiennent le système. Il existe enfin un aspect rarement mentionné, la vigilance face aux signaux du propre corps. Si les tremblements deviennent incontrôlables ou disparaissent soudainement,
Si la confusion mentale apparaît ou si les extrémités perdent durablement leur sensibilité, ce sont des signaux d'alerte. Les reconnaître à temps peut inciter à chercher de l'aide avant que la situation ne devienne critique. La survie sous zéro dans une tente sans chauffage est un processus continu d'ajustement car chaque jour apporte de nouvelles variables comme davantage de vent, plus d'humidité ou une usure progressive des matériaux. La tente, le carton, les couvertures et le sac de couchage forment un système cohérent. Mais ce système ne fonctionne que s'il est entretenu avec une attention constante et une discipline quotidienne. Dormir par des températures négatives n'est pas un exploit isolé, mais une succession de petites décisions répétées avec rigueur. Maintenir les vêtements secs, renforcer l'isolation lorsqu'elle faiblit, choisir soigneusement l'emplacement, manger au moment opportun et écouter les signaux du corps sont des actions qui, combinées, permettent à la chaleur humaine de rester suffisante même lorsque l'extérieur paraît implacable. Le froid continuera de presser chaque nuit, mais lorsque le système est correctement ajusté et que le corps arrive préparé, la tente cesse d'être une simple structure vulnérable pour devenir une défense minimale mais efficace contre l'hiver. Lorsque le thermomètre chute plusieurs degrés sous zéro et que le vent frappe la toile pendant des heures, il arrive un moment où la différence entre avoir froid et entrer dans une situation réellement dangereuse dépend de bien plus que du carton et des couvertures. Elle dépend de la capacité à reconnaître si le système fonctionne encore ou s'il commence à montrer des signes de faiblesse. Car dormir dans une tente sans chauffage n'est pas un acte statique, mais un équilibre dynamique qui doit être réajusté en permanence selon les conditions extérieures et l'état du corps. Certaines nuits, malgré un sol correctement isolé, des couches réfléchissantes bien placées et des couvertures organisées avec précision, le froid semble s'infiltrer de partout. Dans ces moments, la réaction instinctive peut être d'ajouter davantage de poids sur le corps ou de fermer complètement la tente pour bloquer chaque ouverture. Pourtant, trop de couches comprimées réduisent l'efficacité de l'isolation. Et un excès d'étanchéité favorise l'accumulation d'humidité qui finit par imprégner l'intérieur. Même lorsque la température ne laisse aucun répit, l'équilibre reste la clé. L'un des ajustements les plus fins lors des nuits extrêmes consiste à redistribuer l'isolation plutôt qu'à simplement l'augmenter. Si les pieds se refroidissent avant le reste du corps, il est souvent plus efficace d'ajouter une couche ciblée à cet endroit que de recouvrir tout le torse d'une couverture supplémentaire. Si la zone lombaire perd rapidement de la chaleur, renforcer précisément ce point avec un vêtement plié peut stabiliser le noyau thermique sans compromettre la circulation. Cette approche stratégique évite de gaspiller l'énergie thermique et permet à chaque élément de travailler là où il est le plus nécessaire. La gestion du sommeil évolue également lorsque le froid s'intensifie. Il n'est pas toujours possible de dormir d'une traite pendant 8 heures. Beaucoup se réveillent brièvement pour ajuster les couches, modifier leur position ou vérifier si la condensation commence à humidifier le sac de couchage. Ces micro-réveils ne sont pas des échecs, mais des composantes du système, car ils permettent de corriger de petits problèmes avant qu'ils ne deviennent des pertes de chaleur importantes. La posture corporelle demeure un allié silencieux. Maintenir une position compacte, avec les genoux légèrement repliés et les bras proches du torse, réduit la surface exposée et conserve la chaleur au centre du corps. Lorsque le corps se relâche excessivement et s'étire, les pertes thermiques augmentent. Ajuster consciemment sa position au cours de la nuit peut sembler insignifiant, mais répéter plusieurs fois, cela produit une différence notable. L'entretien du matériel fait également partie de la stratégie nocturne. Si la condensation s'accumule à l'intérieur de la tente, secouer légèrement les parois avant que l'eau ne tombe sur les couvertures peut éviter que l'isolation ne se détériore. Si la neige se dépose sur le toit, la retirer avant qu'elle ne se compacte limite la pression sur la structure et réduit le risque d'infiltration. La tente n'est pas un abri passif mais une structure qui exige une vigilance constante. Lors de nuits particulièrement sévères, partager la tente peut faire une différence décisive. Ces deux corps produisent de plus de chaleur qu'un seul, et dans un espace réduit, cette énergie thermique s'accumule plus facilement. Une coordination dans la disposition des couvertures et des sacs de couchage permet d'éviter que la chaleur partagée ne se disperse. Cette pratique demande confiance et organisation, mais dans un froid extrême, elle devient une mesure réellement efficace. Il est également essentiel de reconnaître les limites humaines. Si le corps cesse de trembler brusquement et qu'une somnolence inhabituelle ou une confusion mentale apparaît, il ne s'agit pas d'un soulagement, mais d'un signal d'alerte. L'hypothermie peut s'installer sans manifestation spectaculaire et réagir à temps peut signifier chercher de l'aide,
À se déplacer vers un endroit plus protégé ou activer toutes les mesures disponibles avant que la situation ne s'aggrave. Dormir dans une tente sous zéro sans chauffage ne rend pas la nuit confortable. La toile reste fine, le vent demeure réel et le sol continue de tenter d'absorber la chaleur. Pourtant, lorsque l'isolation inférieure est en place, que la chaleur corporelle est à préserver grâce à des couches adaptées, que la ventilation contrôle l'humidité, et que les ajustements sont effectués avec discipline, la tente cesse d'être un simple morceau de tissu et devient un système thermique fonctionnel. Chaque hiver, traversé dans ces conditions, renforce un savoir collectif. Les techniques se partagent, s'affinent et se transmettent d'une personne à l'autre. Ce ne sont pas des solutions élégantes conçues en laboratoire, mais des adaptations nées de la nécessité et de l'apprentissage constant. Chaque détail, depuis la position exacte du carton jusqu'à la tension correcte de la toile, s'ajoute à un puzzle où chaque pièce compte. Le froid sous zéro ne disparaît pas, mais il peut être géré. Il ne s'agit pas de le vaincre complètement, mais d'en réduire l'impact jusqu'à un niveau supportable. Et lorsque, à l'aube, la température commence légèrement à remonter, et que le corps a réussi à maintenir son noyau thermique pendant la nuit, la tente démontre qu'elle peut, même sans chauffage, constituer une barrière suffisante entre la vulnérabilité et la survie. Dormir sous zéro dans une tente n'a rien de romantique ni d'idéalement aventureux. C'est une combinaison précise d'isolation, de chaleur humaine, de discipline et d'adaptation permanente. D'autant que le système reste intact, la nuit, aussi rude soit-elle, peut être franchie une fois de plus.